cette nouvelle webconférence proposée par la MGFI. Nous avons aujourd'hui choisi de parler de l'activité physique sous un angle un petit peu différent. Si la MGFI est engagée depuis toujours dans la promotion des actions de prévention des cancers, alors bien sûr on va penser au cancer du sein, au cancer colorectal, la MGFI réalise aussi des actions de prévention sur le terrain. C'est pour cela que nous vous invitons de temps en temps à des conférences ou à des ateliers. Aujourd'hui, donc, nous allons parler avec vous de la place que peut avoir la pratique d'une activité physique régulière, encadrée et adaptée pour les patients souffrant de cancer. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Stéphanie Motton du CHU de Rangueil à Toulouse. Elle va nous présenter donc la place du sport face à la maladie et surtout nous fera part de son expérience au travers d'une association dont elle est présidente aujourd'hui, qui s'appelle l'association Rubiz et qui propose à toutes et à tous de pratiquer du rugby santé. Bonsoir à tous, merci Hugues. Donc nous allons parler ce soir de la place de l'activité physique adaptée dans la prise en charge des cancers. Alors je vais tout d'abord partager mon écran avec un support et quelques illustrations, ce sera plus sympa. Donc moi je suis chirurgien oncologue à l'Oncopole à Toulouse et au CHU. Mon activité s'adresse principalement au cancer féminin, mais par l'activité physique, j'ai également en charge au sein de l'association Rubis, je vous en parlerai, d'autres cancers. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de sport sur ordonnance. Pour ça, nous allons commencer par un petit peu de philosophie. Donc, vous voyez, ça, c'est l'évolution de l'homme. En fait, on est programmé génétiquement pour un nombre d'heures d'activité quotidienne que nous n'avons plus. De l'époque des chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui, nous passons pas mal de temps durant notre journée assis. Certaines études parlent de 12 à 15 heures de temps assis par jour. Vous voyez que sur les 200 dernières années, nous avons divisé notre activité quotidienne par 10. Voilà, donc on n'était pas programmé génétiquement pour ça. Il y a eu peu de modifications du génome depuis cette période. Donc évidemment, ça n'est pas sans conséquences. Nous avons dans nos pays industrialisés un paradoxe. On note une diminution de l'activité physique dans tous les pays développés avec une modification des comportements alimentaires, une augmentation de la surcharge pondérale et une augmentation des maladies chroniques. En parallèle, on a une professionnalisation du sport, des fabriques à champions et à performance, avec évidemment une activité physique et sportive qui va pour le coup là être même responsable d'accidents et de blessures puisqu'elle est pratiquée à haute intensité. Donc aujourd'hui, un paradoxe dans nos pays développés. La première épidémie mondiale non infectieuse, c'est la surcharge pondérale. Évidemment, c'est très. Les chiffres parlent beaucoup. On a aujourd'hui 15% d'enfants en surpoids, 5% d'enfants qui sont déjà obèses. Ce sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Chez ces jeunes qui sont en surpoids, 10% obèses à l'âge adulte. Donc, évidemment, ça non plus, ça n'est pas sans conséquence. L'obésité concerne, pour notre part en France, puisque là, on avait des chiffres dans le monde, 17% des adultes en France et est responsable de nombreuses complications directes, en rapport vraiment donc avec cette surcharge pondérale, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, hépatiques, des maladies rénales, des cancers, des maladies respiratoires, articulaires et dermatologiques qui sont en rapport direct avec cette obésité. On va se rapprocher tout doucement du cancer, mais je voudrais vous parler donc aujourd'hui des maladies chroniques qui sont non transmissibles. En effet, le cancer fait partie
de ces maladies chroniques qui sont non transmissibles, à part quelques cas particuliers, bien entendu, où des mutations génétiques sont présentes. Mais vous voyez que ces maladies non transmissibles sont responsables de 36 millions de décès par an dans le monde et que ces maladies sont en rapport, enfin, sont les conséquences de 4 facteurs qui sont modifiables, 4 facteurs de risque qui sont modifiables. C'est la consommation de tabac, l'alimentation inadaptée, la consommation d'alcool et l'inactivité physique. Alors, je vous parle de ces 4 facteurs de risque modifiables, mais bien entendu, aujourd'hui, nous n'allons parler que de la partie activité physique et sédentarité. En France, 10 millions de personnes sont touchées par les pathologies chroniques. Alors, en parallèle, on va quand même donner une petite définition de la santé. La santé, pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé, en fait, c'est la qualité de vie. De façon plus grossière, aujourd'hui, l'essentiel est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Voilà. Aujourd'hui, vous remarquerez dans cette définition aussi que la santé comprend le bien-être physique et mental et psychologique, mais une composante qui n'était pas réellement prise en charge il y a un peu plus de 10 ans, c'était l'aspect social. Or, aujourd'hui, cet aspect social fait vraiment partie de la prise en charge globale des patients dans nos structures de soins. Quelques définitions également pour poser le problème sur l'activité physique. L'activité physique, c'est tout mouvement qui est lié à une contraction musculaire. En gros, c'est bouger. L'activité physique adaptée, très importante, c'est une activité physique qui va être adaptée à personne. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui va s'adapter à l'activité physique, mais c'est l'activité physique qui va s'adapter à la personne. Le but étant de faire progresser la personne et ne pas la mettre en situation d'échec. Vous allez voir un petit peu plus loin comme cette notion est importante. L'exercice physique, vous voyez, c'est une activité physique programmée qui est programmée pour la santé. Et le sport, c'est un exercice physique qui va être réalisé dans le cadre réglementaire. Vous savez qu'il y a des fédérations qui sont en charge de la réglementation du sport, qu'il se pratique en loisir ou en compétition. Donc, vous voyez les différentes entre les définitions d'activité physique et de sport. Donc, l'activité physique n'est pas sport, d'accord? On comprend très bien cette différence avec ces quelques définitions. Concernant l'inactivité physique et la sédentarité, retenez que la sédentarité, c'est lorsque nous passons plus de 7 heures par jour en temps sédentaire, c'est-à-dire en temps passé assis ou couché éveillé. Nombreuses sont parmi nous les personnes qui passent plus de 7 heures assises ou couchées éveillées par jour. L'inactivité physique, c'est une activité physique journalière qui va être inférieure aux recommandations et nous allons voir un petit peu plus loin à quoi recommandations. Aujourd'hui, on sait que clairement, l'inactivité physique, la sédentarité est liée à la mortalité. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a un lien vraiment direct entre cette sédentarité et le risque de mortalité par pathologie cardiovasculaire. La capacité physique, c'est l'effort maximal que l'on va pouvoir maintenir durant 5 minutes. Et c'est clairement le reflet du capital santé d'une personne. Ce capital santé, il est toujours améliorable. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Si on prend dans un EHPAD des personnes très âgées, c'est-à-dire au-delà de 90 ans, des personnes qui sont assises depuis très longtemps, si on décide d'améliorer
leur capital santé, c'est-à-dire d'améliorer cet effort musculaire maximal, on va pouvoir l'améliorer au travers de programmes, de parcours, ne serait-ce que de parcours dans une salle au sein de l'EHPAD, un parcours que l'on répète chaque jour. La personne doit se lever de son siège, doit faire un petit parcours moteur et se rasseoir. En fait, on se rend compte en très peu de temps, en quelques jours, que la personne va améliorer cette capacité à se lever et à faire ce parcours moteur. On peut toujours améliorer cet effort musculaire maximal qui est vraiment le reflet du capital santé de la personne. Donc, ma capacité physique, c'est mon capital santé. Alors, ça, on va passer parce que la capacité physique, aujourd'hui, en fait, elle peut être représentée par ce qu'on appelle le VO2 max. Le VO2 max, en fait, c'est la capacité de notre organisme à transformer l'oxygène en énergie. Voilà. Et ce VO2 max, vous allez le voir dans cette diapositive, ce VO2 max, aujourd'hui, c'est le meilleur marqueur de l'état de santé. C'est-à-dire que plus il est élevé, de max, et moins le risque de mortalité est important. Comment est-ce qu'on mesure ce max? Clairement, c'est l'épreuve d'effort, d'accord? Avec d'effort, sur bicyclette ou sur tapis, on va pouvoir mesurer ce VO2 max. C'est donc ce que je vous disais là, cette physique, ce VO2 max, sans rentrer dans les détails de cette diapositive, mais plus la capacité va être élevée, plus le nombre de décès va être faible. C'est valable pour toutes les pathologies, c'est-à-dire que en médecine, dans les statistiques, on aime bien regarder quand un facteur de risque est un facteur indépendant. C'est-à-dire que si on prend des gens en surcharge pondérale, c'est-à-dire là où il y a noté BMI, si on prend des gens qui ont eu une pathologie cardiovasculaire ou qui fument, eh bien, vous allez voir que plus la personne, en fait, a une activité physique, une capacité physique élevée, c'est le marron, d'accord? 8 mètres, c'est la mesure de cette capacité physique, le mètre. Ben vous voyez que plus cette capacité physique, elle est élevée, plus le risque de décès, vous voyez, relative risk of death, il est bas. Et ça, c'est valable pour toutes les pathologies, c'est-à-dire que indépendamment d'une pathologie, si vous améliorez cette capacité physique, vous allez diminuer le risque de mortalité chez un groupe de personnes qui est atteint de la même pathologie. Et alors, ce petit exemple aussi qui est assez, qui illustre assez bien les choses, chez des personnes qui ont fait une occlusion coronarienne, c'est-à-dire un infarctus du myocarde, si on regarde le risque de décès dans les 3 jours qui suivent cet infarctus du myocarde, vous voyez que ce risque de décès va être plus important chez les chauffeurs que chez les contrôleurs. Évidemment, les chauffeurs, ce qui les différencie des contrôleurs, c'est leur temps, le temps passé assis dans la journée. Et donc, plus la personne est sédentaire et plus son risque de mortalité précoce après un infarctus du myocarde va être important. Donc ça, c'est pour vous dire la même chose, on va passer. Au total, les risques de l'inactivité physique et de la sédentarité vont augmenter le risque de développer une maladie chronique, vont également aggraver les maladies chroniques lorsque l'on a développé la maladie et vont diminuer l'espérance de vie, particulièrement celle en bonne santé. Comme je vous ai dit, l'espérance de vie est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, donc là, c'est pour illustrer ce que disait ce monsieur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en consultation, on se rend compte que les personnes
sont très inquiètes à l'idée d'être essoufflées. C'est-à-dire quand je demande aujourd'hui en consultation aux patientes si elles pratiquent une activité physique, si elles montent des escaliers, des étages, etc., si elles marchent, si elles courent, par exemple, vous n'y pensez pas, tout de suite, je suis essoufflée. Pour la personne, aujourd'hui, le signe de l'essoufflement est un signe inquiétant. Or, on sait très bien que cet essoufflement, c'est le meilleur signe pour améliorer sa capacité cardio-respiratoire et donc cette fameuse capacité physique que nous évoquions tout à l'heure. Donc, plus on est essoufflé dans la journée, plus on pratique une activité physique qui va nous essouffler et mieux on va améliorer notre activité physique. Finalement, les gens qui prennent le plus de risques sont les gens qui restent assis et qui ne s'essoufflent jamais. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, dans leur mode de vie, ne sont jamais essoufflés. Donc, aujourd'hui, on sait également que l'activité physique va permettre d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont non malades. Si vous prenez par exemple une personne qui prend de l'âge, on va, grâce à l'activité physique, améliorer les fonctions motrices. On va maintenir ou améliorer les capacités cardio-respiratoires. On va aussi, aujourd'hui, on le sait, les études nous le disent, améliorer les fonctions cognitives. De plus, on va avoir un impact sur le bien-être mental en procurant du plaisir, en renforçant l'estime de soi, en diminuant le stress et également sur le bien-être social. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est également un aspect de la définition de la santé. Et pratiquer une activité physique souvent permet aux personnes de fréquenter de nouvelles personnes et de lutter contre l'isolement. Donc finalement, on a des traitements modernes aujourd'hui qui donnent des années à la vie. Et puis, on a l'activité physique qui va donner de la vie aux années. Ce que je vous disais, c'est vraiment cet aspect d'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très, très important. Alors en médecine, voici maintenant, je vais vous dire 2 mots des étapes de la prévention. On a principalement 3 types de prévention. On va se focaliser sur 2 types de prévention. La prévention primaire, c'est-à-dire avant la survenue des maladies, et la prévention tertiaire, c'est-à-dire lorsqu'on a eu la maladie, le but étant soit d'arrêter sa progression, soit de prévenir ses complications. Et c'est exactement sur ces 2 types de prévention qu'avec l'activité physique, on va pouvoir jouer. Nous n'en parlerons plus après puisque nous allons nous concentrer sur le cancer. Mais aujourd'hui, l'activité physique, écoutez bien ce que je vous dis, l'activité physique est reconnue comme le traitement de première intention de l'hypertension artérielle modérée, d'un syndrome métabolique, d'un diabète de type 2 et de troubles psychologiques minimes ou modérés. C'est-à-dire qu'avant de parler de traitement médicamenteux, aujourd'hui, on peut envisager l'activité physique comme traitement de première intention. Ceci, ce sont des recommandations des sociétés savantes dans les différentes thématiques. Nous allons maintenant parler de cancer. Nous savons aujourd'hui que l'activité physique, des études ont montré, cette étude par exemple, sur 26 types de cancers, sur quasiment 1,5 million de personnes publiées dans une revue scientifique très importante. Cette publication a démontré que l'activité physique aujourd'hui pouvait prévenir la survenue d'un cancer. Donc, nous sommes dans la prévention primaire, c'est-à-dire avant la survenue de la maladie. La pratique d'une activité physique régulière avec une certaine intensité, modérée à élevée, va pouvoir prévenir la survenue
de plusieurs cancers comme le sein, les cancers colorectaux, les cancers de l'endomètre, certains cancers de la tête et du cou, des poumons, etc. Donc, vous voyez qu'on a aujourd'hui des résultats très francs dans la littérature scientifique. Je penche un peu plus sur ce que je connais, avec des chiffres un peu plus précis. On voit qu'en prévention primaire, on peut diminuer le risque de survenue d'un cancer colorectal d'environ 17% lorsque les personnes pratiquent une activité physique régulière. On peut diminuer le risque de survenue de cancer de l'utérus de quasiment 30%, et on peut diminuer le risque de survenue du cancer du sein d'environ 20%. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas de petites choses, hein, c'est quand même très, très important. Maintenant, on va parler de la prévention tertiaire, c'est-à-dire de patients qui ont été touchés ou qui sont suivis pour un cancer en France. Donc, on est en prévention tertiaire. Il faut savoir que le cancer touche à peu près 400 000 nouvelles personnes par an en France, autant d'hommes que de femmes. On déplore environ 155 000 décès et 4 millions de personnes sont actuellement traitées ou suivies pour un cancer. Il est très important de comprendre ces courbes. Vous avez alors à gauche les hommes, à droite les femmes. La courbe rouge, c'est l'incidence de survenue des cancers. La courbe en bleu, c'est le taux de mortalité. Que les cancers augmentent en incidence. Par contre, la mortalité due au cancer diminue. Ça a un impact, une incidence directe. L'incidence directe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vie après cancer. C'est-à-dire que la majorité des patients vont survivre à leur cancer grâce au traitement, grâce au diagnostic précoce. Mais la conséquence de tout cela, c'est qu'il va y avoir une vie après cancer et qu'il va falloir non seulement prendre en charge les séquelles de la maladie et des traitements, mais il faut également diminuer le risque de récidive et de mortalité due au cancer, puisque par définition, le cancer souhaite récidiver. L'après-cancer dans nos structures de soins aujourd'hui, c'est ça. C'est des personnes dans 100% des cas qui présentent une fatigue. La fatigue est le symptôme numéro 1 du cancer. Il est dû au cancer et il est dû au traitement. Il est dû au déconditionnement physique qu'entraîne la maladie cancéreuse. Le cancer a également un impact sur la sexualité. Ça a un impact sur la psychologie, avec souvent de l'anxiété, des troubles du sommeil, la peur de la rechute et une consommation des médicaments. Ça a un impact sur la qualité de vie, avec une altération de cette qualité de vie. Ça a un impact sur ce sentiment, avec 90% des personnes qui ont eu un cancer qui vont présenter à un moment donné de leur prise en charge un syndrome dépressif réactionnel. Et ça a un impact sur le retour au travail, parce que qui dit vie après cancer dit qu'au bout d'un certain temps, il va falloir reprendre une vie sociale, mais une vie professionnelle également, et que nous allons voir un petit peu plus loin, l'activité physique va pouvoir nous aider à surmonter ces épreuves. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, des grosses études montrent que la pratique d'une activité physique va permettre d'améliorer le pronostic de la maladie. Non seulement ça va permettre d'améliorer la survie globale après cancer, mais également la survie sans récidive. Je vous disais que les chiffres parlent et parlent beaucoup pour le chirurgien cancérologue que je suis, mais pour tous les oncologues. Si on prend l'exemple du cancer du sein, chez les patientes qui vont démarrer une activité physique régulière, après le diagnostic, on va diminuer la mortalité totale jusqu'à 48%, on va diminuer le risque de récidive de cancer du sein jusqu'à 24%. Ces chiffres sont très, très importants parce qu'ils correspondent à des chiffres que nous avons grâce à des traitements médicamenteux qui ont, nous le savons, pas mal d'effets secondaires. Donc, évidemment, le tout est de cumuler tous ces traitements
Et aujourd'hui, l'activité physique est un traitement non médicamenteux, mais un traitement qui doit faire partie de la prise en charge lorsque l'on voit de tels chiffres. Ceci est valable dans d'autres cancers, dans les cancers de la prostate, dans les cancers colorectaux et par extrapolation sur des cancers qui sont moins fréquents, mais dont les bénéfices seraient également similaires. Alors évidemment, on parle d'activité physique, c'est une activité physique qui va être encadrée. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il va falloir pratiquer une activité physique avec un certain seuil d'intensité pour pouvoir obtenir ces bénéfices sur le pronostic de la maladie. C'est pas un simple jardinage ou un simple trajet en vélo qui va nous permettre d'avoir de tels résultats. Bien entendu, tout cela est important parce que c'est un mode de vie actif et que l'activité physique doit s'intégrer dans ce mode de vie actif. Mais il va falloir pratiquer une activité avec une certaine intensité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le cancer du sein, voir les chiffres, les bénéfices dont je vous ai parlé juste, il va falloir pratiquer l'activité physique avec une intensité de 9 mètres par semaine. Alors, qu'est-ce que c'est les mètres? On peut trouver facilement sur un moteur de recherche sur Internet, mètres et activité physique. Je vous donne un exemple. Quand vous marchez 1 heure à 5-6 km/h, vous dépensez 3 mètres. Donc, pour le cancer du sein, il va falloir marcher 3 heures par semaine à intensité un peu soutenue, parce que 5-6 km/h, ça fait une marche un petit peu rapide. Donc, vous voyez que pas tout le monde, au moment de la prise en charge, va être capable de pouvoir marcher 3 heures par semaine, 6 km/h. Donc, il va falloir mettre les patients en situation de pouvoir pratiquer cette marche 3 heures par semaine. Et parfois, il y a des étapes intermédiaires. Pour les cancers colorectaux, ça va être un peu plus. C'est une intensité qui peut aller jusqu'à 18 mètres par semaine. Vous voyez, il va falloir vraiment que cette activité physique, elle soit encadrée pour pouvoir obtenir les résultats dont nous avons précédemment. L'activité physique, ça va permettre également d'améliorer le premier symptôme dû au cancer, qui est la fatigue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun traitement pour la fatigue due au cancer est une fatigue qui ne se soigne pas par le repos. C'est-à-dire que les gens ont beau dormir, beau se reposer, ils sont toujours fatigués. Ceci a un impact également sur le moral et c'est pour ça qu'on dit un drame qui dure. Et en fait, aujourd'hui, plusieurs études ont montré que l'activité physique allait améliorer ce symptôme et allait diminuer la fatigue. Alors évidemment, ça va être un petit peu compliqué parce que les gens sont fatigués, il va falloir les mettre à l'activité physique, mais c'est en ça qu'une activité physique encadrée va être intéressante pour le patient. Les causes de la fatigue, je vous l'ai dit, c'est des causes qui sont dues au cancer, qui sont dues au traitement, c'est des causes qui sont des conditionnements physiques. En fait, le cancer, lorsqu'il s'installe, il va profiter de son environnement et lorsqu'il profite de son environnement, en fait, il va entraîner ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire une fonte de la masse musculaire. Nous sommes une composition corporelle, c'est-à-dire qu'on est composé de masse grasse, masse maigre. La masse maigre, c'est la masse musculaire, la masse grasse, c'est le gras. Dans la masse graisseuse, nous avons ce qu'on appelle des facteurs, on va le revoir un petit peu plus loin, qui vont pouvoir activer des cellules tumorales si elles sont présentes. Dans la masse maigre, on va avoir des facteurs protecteurs qui vont désactiver, voire éteindre les cellules tumorales s'il en reste. Mais nous allons le voir un petit peu plus loin. Ça, on va passer. L'activité physique est également indiquée pendant le traitement du cancer. Grâce à cette activité physique, aujourd'hui, dans les études, on montre une meilleure tolérance au traitement. Les patients vont présenter moins de neuropathie périphérique sous chimiothérapie,
Ils vont présenter moins d'impact sur tout ce qui est cognitif, sur la mémoire et les troubles de l'attention lorsqu'ils vont pratiquer une activité physique. Ils vont présenter une meilleure capacité cardio-respiratoire et donc tout cela fait que le patient supporte mieux les traitements et donc c'est le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a l'activité physique qui améliore le pronostic, mais en plus les traitements qui améliorent également ce pronostic. L'activité physique dans les études aussi, aujourd'hui, on le voit, va avoir un impact sur les effets indésirables des traitements. Alors, ne regardez pas cette diapo, elle est trop embêtante. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on prend deux patientes qui ont eu un cancer du sein, un groupe qui pratique de l'activité physique, un groupe qui n'en pratique pas. Lorsqu'on regarde, vous savez que dans les cancers du sein, il y a un traitement qui s'appelle l'hormonothérapie avec beaucoup d'effets secondaires, notamment sur les articulations, sur les bouffées de chaleur, sur la fatigue. Et en fait, lorsqu'on regarde ces deux groupes, dans le groupe qui pratique l'activité physique, il y a une meilleure observance du traitement, c'est-à-dire que dans le groupe en fait qui ne pratique pas d'activité physique, les gens vont arrêter leur traitement à cause des effets secondaires dus à l'hormonothérapie. Donc aujourd'hui, on sait vraiment que l'activité physique va permettre de mieux tolérer les traitements qui soignent le cancer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle va également pouvoir diminuer les effets toxiques de certaines chimiothérapies. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les mécanismes, mais vous allez comprendre très facilement. Le fait de pratiquer une activité physique va augmenter le flux sanguin, d'accord? Et cette augmentation du flux sanguin va permettre en fait de mieux filtrer en fait les produits toxiques et donc de mieux tolérer ces produits toxiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du lymphodème, mais pendant des années, les patientes qui avaient un cancer du sein et qui étaient traitées par curage axillaire, par une chirurgie où on enlevait la chaîne ganglionnaire au niveau du creux axillaire, le risque de cette chirurgie, c'était d'avoir un lymphodème du bras, c'est-à-dire un bras qui augmentait de volume par diminution du retour lymphatique. Pendant des années, nous avons entendu les médecins dire qu'il ne fallait surtout pas bouger le bras, sous peine d'avoir une augmentation, une aggravation de ce lymphodème. Aujourd'hui, nous savons que, bien entendu, c'est faux, mais qu'en plus, l'activité physique va pouvoir améliorer ce lymphodème, voire le faire diminuer, voire l'empêcher de. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce qui est en tout cas, c'est que l'activité physique ne va pas induire de complications fonctionnelles supplémentaires et ne va pas aggraver le lymphodème. Donc, si on fait le bilan de la littérature scientifique aujourd'hui, si on fait le bilan donc, de ce prérequis, une activité physique être démarrée au moment du diagnostic de cancer va permettre une amélioration de la qualité de vie, va permettre une amélioration de la tolérance aux traitements anticancéreux et va permettre d'améliorer le pronostic de la maladie. Grâce à ces résultats, nous avons aujourd'hui des recommandations de nos sociétés savantes, de l'Institut national du cancer, qui nous donnent pour recommandation d'instituer dans le parcours de soins, dans la prise en charge des patients, l'activité physique comme un traitement non médicamenteux, mais comme un traitement qui a toute sa place pour la maladie, la prise en charge. Ça, c'est le résumé. Donc, on va passer. Donc, maintenant, si on fait un état des lieux plus global, si on prend encore plus de recul, on se rend compte que, mais on reste toujours dans le cancer, on se rend compte que l'activité physique va diminuer en tout cas le risque de survenue de plusieurs types de cancers. Et on se rend compte que lorsque la maladie est là, elle va, comme nous l'avons dit, améliorer la qualité de vie, améliorer la longévité des survivants du cancer, prévenir le développement des cancers et améliorer la qualité de vie et la tolérance des traitements. Tout à l'heure, je vous l'ai dit en quelques mots, mais tout ça n'est pas une vue de l'esprit, ne se trouve pas uniquement dans la tête, parce que c'est ce que les gens ont tendance à se dire quand on parle de sport ou d'activité physique. Non, non. Aujourd'hui, nous savons en fait que notre immunité a un rôle à jouer
dans la survenue et le développement des cancers. Vous avez sûrement entendu parler d'immunothérapie, qui a fait ce traitement ont fait leurs preuves dans certains cancers, sont en cours d'étude pour d'autres cancers. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs étapes dans notre système immunitaire pour prévenir ou ralentir le développement des cancers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre composition corporelle est faite de masse maigre et de masse grasse. Les adipocytes, c'est la masse grasse. Le muscle, c'est la masse maigre. Et en fait, dans la masse maigre musculaire, on va avoir tout ce qui est des facteurs antitumoraux, c'est-à-dire qui vont protéger contre la survenue ou le développement de cancer. Et dans la masse grasse, on va avoir des facteurs plutôt protumoraux, des facteurs de croissance tumorale, entendu, vont faire le lit ou un environnement propice au développement des cellules tumorales. C'est schématisé, mais c'est quand même pour vous illustrer le fait qu'on n'est pas dans une vue de l'esprit, mais qu'on est dans quelque chose qui est vraiment organique. Ça, c'est un petit mot pour dire que, évidemment, la surcharge pondérale et l'obésité a aujourd'hui un impact dans la survenue du cancer et que plus le BMI est augmenté et plus le risque de survenue du cancer est important. Et cela est d'autant plus vrai pour les cancers hormonodépendants, donc chez les femmes. Nous allons passer. Donc, mais l'activité physique pour tous et partout, il faut promouvoir l'activité physique partout, pour tous et dans un environnement adapté. Le but étant de spirale du déconditionnement quand on a un cancer. Moi, je mets souvent, en fait, la vie, c'est une ligne. Et puis, l'annonce d'un diagnostic de cancer, on va rentrer dans un cercle. Dans ce cercle, il y a tout ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire le traitement, la fatigue, la mauvaise qualité de vie, voilà, un petit peu tout ça. Et il va falloir sortir, en fait, de ce cercle, surtout pour les survivants du cancer qui sont aujourd'hui majoritaires. Et le but étant de sortir le plus rapidement de ce cercle pour retourner sur la ligne et reprendre une vie normale. L'activité physique, vous allez le voir, va nous permettre de sortir beaucoup plus vite de ce cercle de déconditionnement. Alors là, c'est pour vous dire un petit peu des médecins. Grâce à tous ces résultats, en 2016, il y a eu une loi sur la prescription du sport, donc par les médecins. Évidemment, le médecin, lui, quand il prescrit un médicament, il a un référentiel posé sur sa table qui l'aide à prescrire des médicaments grâce à des indications, des posologies, une fréquence. Le remboursement, la prise en charge ou pas peut également être aidante dans certaines pathologies. Donc, la prescription du sport est arrivée en 2016 et bien entendu, il n'existait pas de guide de prescription de ce sport. Donc, imaginez-vous ces médecins qui ont dû prescrire une activité physique aux patients sans savoir comment la prescrire, mais surtout où envoyer les gens. Parce qu'une fois que vous savez prescrire l'activité physique, il faut également pouvoir dire aux personnes vous pouvez aller à tel endroit, un médicament aussi qu'on doit aller à la pharmacie. Une activité physique, on ne sait pas vraiment où aller la pratiquer. Donc, il y avait tout un travail de structuration en France depuis ce décret sur la prescription. Alors, peut-être avant de continuer sur la suite de notre prise en charge, si vous avez des questions sur la première partie de notre topo, sur les bénéfices de l'activité physique, eh bien, vous pouvez les poser maintenant. On prend quelques minutes pour répondre à ces questions. Merci madame. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'effectivement, nous n'avons pas beaucoup de questions, mais ça va peut-être arriver dans les secondes qui viennent. Et je vais me permettre de faire la liaison peut-être avec la diapositive qui est actuellement à l'écran, dans le sens, si vous me le permettez, que l'activité physique adaptée
donc est un élément donc pris en charge par la MGFI pour l'ensemble de ses adhérents, quelle que soit l'offre dans laquelle ils sont. Donc, on définira bien avec vous qu'est-ce que c'est que l'activité physique adaptée, parce que donc, ce n'est pas, j'allais dire, l'inscription à un club de sport quelconque, mais effectivement une activité qui est encadrée par un professionnel et surtout une activité qui a été prescrite par un médecin, que ce soit votre médecin généraliste ou un spécialiste, et qui va être dispensée par une personne qui a reçu, j'allais dire, une formation pour ce genre de choses. Donc, du coup, effectivement, retenez bien qu'aujourd'hui, la MGFI prend en charge cette prestation. Il vous suffit d'avoir donc la prescription d'un médecin et puis de nous envoyer donc la facture de votre sport sur ordonnance, on va dire comme ça aussi, hein, c'est l'autre terme utilisé en plus d'activité physique adaptée, et donc vous serez remboursé en fonction de l'offre dans laquelle vous êtes. Donc voilà, je ne sais pas, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat. N'hésitez pas, hein, si vous en avez. Peut-être moi je vais me permettre, hein, Madame Moton, de vous poser une question. Peut-être vous l'aborderez tout à l'heure, mais je vous la pose dès à présent. Y a-t-il, c'est-à-dire quelles sont les activités par rapport à pardon, quelles sont les activités physiques à pratiquer par rapport à quel type de cancer? Ce serait ma première question. Et puis du coup, ça me permet de répondre aussi à une adhérente qui nous dit, je suppose qu'il y a des conditions de prescription. Oui, effectivement, aujourd'hui, les conditions de prescription telles qu'elles ont été définies par l'assurance maladie et que la personne doit être en affection de longue durée. Et les maladies chroniques devraient être prises en compte assez rapidement puisqu'on attend une modification de la loi sur ce cadre-là. Donc voilà. Alors, Madame Moton, je vous laisse peut-être reprendre un petit peu le cours et je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question qui est effectivement, y a-t-il certains types d'activités à pratiquer par rapport à certains types de cancers? Oui, alors on y vient maintenant, puisqu'en effet, là, on a vu les recommandations, on a vu la base, en fait, hein, les fondements du pourquoi de la prescription de cette activité physique. Mais en effet, on va rentrer dans le vif du sujet afin de comprendre quel type d'activité pour quel type de patient. Oui, voilà. Alors, j'ai essayé de mettre un petit, l'idée étant aujourd'hui, vous voyez, lorsque l'on doit prescrire une activité physique, c'est un topo qui était, enfin cette diapo-là en tout cas un peu plus pour rassurer les médecins, parce qu'évidemment les médecins, ils ont du mal à s'engager, pour certains, ceux qui ne connaissent pas, dans la prescription de l'activité physique. L'idée étant de dédramatiser cette prescription. En fait, un médecin, quand il prescrit quelque chose, il engage sa responsabilité. Et donc, c'est très dur d'engager sa responsabilité quand on a une méconnaissance. Donc, aujourd'hui, il y a tout un travail d'information, de formation des professionnels de santé pour cette prescription. La consultation doit s'effectuer de la sorte. Aujourd'hui, on a un guide de prescription par la Haute Autorité de Santé, donc c'est très facile de trouver sur Internet. Mais en gros, évidemment, comme d'habitude, le médecin va interroger sur les habitudes de vie, les risques, les limitations à et les contre-indications à une activité physique, va évaluer le niveau, en effet, du risque de cardiovasculaire, puisque ce qui est craint le plus aujourd'hui, c'est ce risque cardiovasculaire. Il faut savoir, c'est là, à cet endroit-là, qu'il faut dédramatiser. Quand on est face à une personne qui a un diagnostic de cancer et qui doit démarrer une activité physique à type de marche, et même parfois en amont de la marche, parce que la personne va avoir peur d'aller marcher toute seule, il va falloir prescrire des séances de kinésithérapie pour réentraînement à l'effort, etc. On est loin du risque cardiovasculaire, d'accord? Donc, en fait, c'est des choses qu'il faut faire en parallèle. C'est-à-dire, en effet, il faut risque cardiovasculaire, mais il ne faut pas s'empêcher déjà de démarrer un programme d'activité physique encadré. La chose très importante, alors évidemment l'examen physique complet, mais la chose qui va être très importante, c'est l'entretien motivationnel. Aujourd'hui, on ne revient plus sur les bénéfices de l'activité physique, on les connaît, ils sont validés, prouvés. Par contre, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est d'obtenir l'adhésion du patient. Je vous ai dit, on est dans un cercle. Et dans ce cercle, c'est que le meilleur moment pour entraîner une modification des comportements chez le patient,
c'est dès le diagnostic d'annonce. Si on attend trop, si on attend les effets des traitements, on rajoute un effet fatigue, etc., un effet démotivation. Or, quand les gens ils ont une annonce, un diagnostic d'annonce d'un cancer, on sait aujourd'hui que c'est dès le départ qu'il va falloir introduire l'activité physique parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir obtenir la meilleure adhésion du patient. Donc, il va falloir avoir un entretien motivationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir ce que le patient a envie de faire, repérer les freins et les barrières. Quelles sont ces barrières? Est-ce qu'elles sont financières? Est-ce qu'elles sont organisationnelles? Est-ce qu'elles sont juste de l'ordre de la motivation? Il va falloir définir avec lui des objectifs réalistes. Je dis très souvent aux médecins, quand on me dit, mais moi je demande à tous mes patients qui ont une pathologie chronique de marcher. OK, mais ça, souvent, on se fait bonne conscience parce qu'on a dit aller marcher, mais finalement, on n'a pas défini un objectif réaliste parce qu'on a des personnes qui ne vont pas aller marcher seules, tout simplement parce qu'elles ont peur de marcher seules, parce qu'elles ont des troubles de l'équilibre, par exemple, ou qu'elles ne se sentent pas stables sur leurs appuis. Donc, si vous ne faites pas un travail en amont d'exercice sur l'équilibre, la proprioception, renforcer les muscles, des membres inférieurs, ben, en fait, vous faites juste bonne conscience, la personne va vous dire oui, oui, pour pas vous, mais elle fera rien. Donc, en fait, c'est définir vraiment avec la personne des objectifs qui vont être réalistes et réalisables, même si c'est des petits objectifs au départ, des tout petits, c'est pas grave. Il va falloir commencer par petit pour arriver sur des objectifs plus importants, mais il va falloir démarrer progressivement. Et puis, il va également falloir encourager en fait la réduction du temps passé à des activités sédentaires. C'est ce fameux mode de vie actif, c'est-à-dire rassurer les gens et leur dire qu'au contraire de ne pas bouger leurs bras, il faut reprendre une mobilisation normale, il faut aller faire ses courses, il faut reprendre les tâches ménagères, il faut voilà, reprendre une vie sociale parce que la vie sociale, ça fait bouger. Voilà, donc il y a un petit peu cet entretien motivationnel qui peut prendre un peu de temps au début pour le médecin, mais qui, lorsqu'il a le discours plus aguerri, ben, en fait, va plus vite. Cet entretien émotionnel, il va être très important. Et puis, ce qui va être important aussi avec la personne, c'est de l'évaluer. C'est comme pour tout traitement prescrit, c'est de lui dire, OK, là, je vous envoie chez le kiné pour travailler le renforcement musculaire des membres inférieurs et travailler l'équilibre, mais on se revoit dans 3 mois pour voir où vous en êtes et voir si on peut débuter une activité de marche, au moins 1 heure par semaine, divisée en 3 fois ou 4 fois un quart d'heure. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un suivi de cette prescription de l'activité physique. C'est très, très important. Donc ça, on va pouvoir passer. Donc vous voyez aujourd'hui, le médecin, en fait, il peut trouver sur le site du Vidal, il y a une en fait qui est prescription du médicament, mais il y a également une partie qui est prescription de l'activité physique. Et en fait, toutes les fédérations sportives ont travaillé avec des médecins experts de certaines pathologies pour définir un guide de prescription. Donc, en fait, si le médecin va sur le Vidal du sport, sur le Médico-sport santé, il va pouvoir en fait aller taper la pathologie de son patient, par exemple cancer du sein. Avec cancer du sein, il va avoir toutes les fédérations sportives qui ont travaillé avec des experts médicaux spécialistes du cancer du sein. Et pour exemple, la Fédération française de rugby, on va parler très vite. Nous avons travaillé ensemble pour voir une posologie, une fréquence des séances d'entraînement, comment faire une séance d'entraînement, par qui devait être encadrée cette séance d'entraînement. Et donc, le médecin a vraiment un guide de prescription, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prescrire 2 séances de rugby santé adaptées par semaine pendant au moins 12 semaines. Voilà, c'est vraiment un type de prescription aujourd'hui que le médecin peut trouver. Et évidemment, suite à l'entretien motivationnel, parce qu'évidemment, si la personne ne veut pas faire du rugby, mais qu'elle préfère faire de l'escrime ou de la marche ou de la natation, on va pouvoir trouver les différentes prescriptions
des travaux avec les fédérations. Ça, c'est pour toutes les activités adaptées qui découlent d'une fédération. Mais on peut euh, prescrire une activité physique avec, avec des soignants, comme par exemple les kinésithérapeutes, qui vont également pouvoir faire de ce qu'on appelle du réentraînement à l'effort, une remise à l'activité physique. Donc, le médecin, s'il sent que 2 séances de rugby, 2 séances de tennis, 2 séances d'escrime, peu importe, ça ne va pas le faire, il peut commencer vraiment par prescrire une activité physique avec un soignant. Voilà, donc ce que je vous disais, un programme d'activité physique adapté va se composer de 2 à 3 séances d'activité physique par semaine. Le job du coach, c'est d'adapter l'activité physique. Ce n'est pas de dire si telle personne peut faire ou pas l'activité physique. Ça se fait en amont avec le médecin qui, lui, va faire 2 choses. La première, c'est de faire un certificat de non-contre-indication. La deuxième, c'est de faire une prescription de l'activité physique. Donc, le patient, en fait, il va arriver dans une structure adaptée avec ces 2 documents. Un document comme le certificat de non-contre-indication va servir à avoir les assurances, à avoir une licence pour une activité physique qui se ferait au travers d'une association affiliée à une fédération. La prescription va servir à une éventuelle prise en charge par en effet des mutuelles ou par certaines communes qui se sont engagées dans l'activité physique, mais également aujourd'hui aussi à pouvoir répertorier en fait toutes les prescriptions dans un but évidemment d'obtenir une partie, en tout cas un remboursement maladie. Voilà, donc aujourd'hui, deux documents, et ces 2 documents, c'est le médecin qui doit les écrire. Ce n'est pas le job du coach qui, lui, doit simplement, c'est pas du tout simple, c'est même plutôt compliqué, mais avec sa formation, il va pouvoir, lui, adapter l'activité physique aux personnes qui tentent. Alors, les contre-indications en oncologie, en fait, je vais vous le dire, il n'y a pas de contre-indication. Évidemment, c'est du cas par cas, d'accord? Mais il y a des choses qui sont évidentes et qui peuvent parfois être une contre-indication, mais une contre-indication qui va être temporaire. Très contre-indications sont temporaires et très souvent, en fait, même avec, vous allez voir ces signes-là, il y a quand même moyen de pratiquer une activité physique adaptée. On peut pratiquer de l'activité physique adaptée jusqu'au lit du patient. Donc, en fait, finalement, il y a très peu de contre-indications, pour ainsi dire, pas du tout. Alors, une contre-indication temporaire, ça pourrait être des mutations importantes. Ça pourrait être des pathologies chroniques qui sont décompensées, une insuffisance cardiaque décompensée, une insuffisance rénale décompensée. Bien entendu, on ne peut pas instituer l'activité physique tant que la pathologie n'est pas équilibrée. Ça va être des insuffisances respiratoires sévères. Et encore qu'aujourd'hui, même dans le cas d'insuffisance respiratoire sévère, il est possible de pratiquer une activité physique à type de renforcement, etc. Une insuffisance cardiaque avec une fonction d'éjection ventriculaire inférieure à 30%, une anémie sévère, une fatigue extrême, mais encore une fois, ce sont des contre-indications qui vont être transitoires et parfois même, on peut faire une activité physique très adaptée. Évidemment, une métastase osseuse, en particulier préfracturaire, par exemple, on ne va pas envoyer le patient faire du rugby, même adapté. Des métastases cérébrales avec des signes neurologiques, un trouble de l'équilibre, par exemple. Mais encore une fois, ce sont des contre-indications relatives et souvent transitoires. Et il est possible, encore une fois, d'effectuer de l'activité physique, même au lit du patient ou en position assise. Voilà, des neurotoxicités majeures, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des barrières à l'adhésion. Donc, le but, ça va être de passer au-delà de ces barrières physiques, de ces barrières environnementales et organisationnelles,
et de ses barrières psychologiques. Le but va être vraiment de travailler avec le patient sur son souhait. Et on sait qu'il y a des facilitateurs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les facilitateurs, c'est de dire à un patient que l'on prend en charge pour un cancer, de l'informer avec les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'informer sur ces bénéfices de l'activité physique. Moi, je connais des patients qui ont été informés après, a posteriori, et qui m'ont dit, mais si j'avais su dès le départ qu'en pratiquant de l'activité physique, je diminuais mon risque de récidive, évidemment que j'aurais commencé tout de suite. Facilitateur aussi, la prise en charge précoce dans le parcours de soins. On a parlé de ce moment favorable au changement. L'encadrement sécurisé. Un médecin qui va convaincre le patient, il va passer du temps à convaincre ce patient. Si vous faites passer la personne à l'acte et que vous la mettez dans un endroit qui n'est pas sécurisé, dans un endroit où elle va être mise en situation d'échec, vous avez, enfin, on perd tout ce qu'on a fait parce que c'est déjà parfois très compliqué de motiver les gens. Si on les perd sur une mauvaise orientation, eh bien, évidemment, ça va être difficile après de récupérer les personnes. Donc, cet encadrement sécurisé, il faut, pour le médecin, avoir également une connaissance, petit réseau de ce qui peut se faire, en tout cas, dans son secteur d'activité. Donc, de faire l'entretien motivationnel et personnalisé avec le patient. On sait aussi qu'il y a des aspects collectifs de l'activité physique qui peuvent maintenir des personnes sur la durée. Et je vais vous en parler avec les rubis, mais en plus de l'activité physique, une association qui va permettre l'investissement et la participation à la logistique, fonctionnement de l'association, très souvent va de pérenniser l'activité physique. Donc ça, on va passer. Ça, je vous l'ai dit, donc l'activité physique en cours de traitement, après les traitements, tout le temps. Et finalement, aujourd'hui, dans notre structure de soins, vous voyez, on va avoir le médecin, le chirurgien, on va avoir intervenants comme le stomathérapeute, comme le diététicien, comme la psycho-oncologue, comme le sexothérapeute, l'assistant social. Puis peu, nous avons des éducateurs sportifs qui pratiquent donc dans nos structures de soins, dans des salles de formation juste afin d'initier le plus tôt possible l'activité physique dans le parcours de soins. C'est vraiment aujourd'hui une politique de santé publique, mais qui doit se mettre en place. Et dans certaines structures, c'est facile, mais dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vais vous parler un petit peu des rubis, si on a encore quelques minutes. C'est une application, mais évidemment, c'est possible avec des tas d'autres activités physiques et sportives. Je vais vous parler des rubis parce que, évidemment, je connais bien les rubis, mais on pourrait parler de riposte avec l'escrime, parler de la marche nordique, on pourrait parler de la Camille, on pourrait parler d'un tas d'autres associations qui sont investies dans le sport adapté, dans l'activité physique adaptée. Et le but étant pour nous, en tout cas médecins investis dans ces associations, d'avoir en fait une charte un peu commune de fonctionnement afin que le prescripteur ne se trompe pas. Et lorsqu'il a par exemple un patient qui est intéressé par le rugby santé, de dire vous avez des rubis pas très loin, et là on sait que la structure elle est tout à fait adaptée et qu'elle remplit les conditions. Mais c'est le cas également pour des tas d'autres associations sportives aujourd'hui. Pour la petite histoire, parce que j'étais dans la petite histoire dès le début, est-ce que le rugby peut être un sport santé? Pour ceux qui regardent le rugby à la télé, tout de suite, c'est bon. Mais en fait, en réfléchissant un petit peu, en essayant on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une activité physique qui était très adaptable et qui probablement, grâce à des valeurs que nous allons voir, pouvait permettre en tout cas de pérenniser l'activité physique chez les patients. Donc en fait, très vite avec la Fédération française de rugby et un petit peu après le décret sur la prescription du sport,
On a travaillé sur un rugby, évidemment pas le rugby à 15, pas le rugby à 7. On a choisi un rugby sans plaquage, sans mêlée. C'est le rugby à 5 qui était un sport collectif avec les valeurs du rugby en plein développement. Alors en plein développement au sein de l'entreprise pour diminuer le risque de blessure. Donc c'était vraiment intéressant d'essayer de l'adapter encore plus pour la prise en charge de la pathologie cancéreuse. Le rugby, même sans contact, ça reste quand même un sport, une activité physique de combat qui va favoriser l'estime de soi par son aspect collectif qui va lutter contre l'isolement. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que dans cette pratique de rugby, la passe en arrière permettait à des personnes qui ne pouvaient pas courir parce que sous chimiothérapie ou parce que n'ayant pas fait du sport depuis très longtemps, enfin, peu importe les raisons. Cette passe en arrière permettait à tout le monde de rester en situation de jeu et donc diminuer ce sentiment d'échec lorsqu'on est mal positionné, etc. Finalement, c'est au porteur du ballon à faire attention à ce que pour assurer sa passe, à ne pas aller trop vite ou enfin, voilà, à s'adapter vraiment à ses coéquipiers. Et finalement, on retombe sur les valeurs du rugby parce que les valeurs du rugby, c'est ça, c'est l'avancée une avancée solidaire dans l'équipe et donc on retrouve vraiment les fondements de ces valeurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est le travail du haut et du bas du corps, c'est le travail de coordination, c'est le travail cognitif parce qu'on est quand même dans un jeu collectif et qu'il faut petit à petit reprendre des réflexes. Et donc, voilà, intéressant de ce côté-là également. Intéressant aussi parce que l'on sait que dans le diagnostic de cancer, très souvent, le diagnostic de cancer se fait chez des personnes qui n'ont pas de douleur, qui n'ont pas senti la chose arriver. Et il y a eu vraiment une cassure, une rupture psychologique, notamment sur l'estime de soi et sur sa liaison avec le corps. Et ce qui était intéressant aussi, c'est dans le rugby, c'est que le rugby, c'est un sport d'engagement, on porte le ballon, il faut avancer, il faut aller le positionner derrière la ligne. Le fait de s'engager, ça permet un petit peu une récupération de l'estime de soi. Le fait de se toucher, le fait de se faire toucher. On sait que les gens qui ont des cicatrices, etc., pour désensibiliser, pour resensibiliser, on envoyait chez le kiné pour les massages des cicatrices. Le fait de se faire toucher de façon ludique, c'est intéressant justement pour ces personnes qui ont été un peu traumatisées dans leur chair. Également, le fait d'aller toucher les autres, c'est une sorte d'engagement et donc c'est également intéressant. Et puis, dans ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que j'ai remarqué aussi que lorsque les gens disent qu'ils jouent au rugby, même si c'est un rugby adapté, lorsqu'on joue au rugby, on a passé l'étape de la maladie, l'étape de la soumission des traitements et on sent vraiment qu'il y a une reprise en main de sa vie et qu'on est passé à une autre étape. Quand on joue au rugby, on ne peut pas être malade en même temps. Enfin, si, mais dans la psychologie, en tout cas, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Donc voilà, il y a aussi cette composante psychologique qui était très, très intéressante. Donc très rapidement, on a monté une association qui s'appelle les Rubies pour Rugby Union Bien-être Santé, qui est un club à vocation santé, qui est affilié à la Fédération française, c'est-à-dire que tous les pratiquants ont leur liste à 5, donc sont licenciés rugby. Elle a donc pour objet la pratique uniquement du rugby sport santé en prévention primaire et en prévention tertiaire après cancer. On va vous montrer un petit film. Jouer au rugby, c'était pas le truc que j'aurais pensé, quoi. Depuis ce jour-là, j'ai été sur le terrain, ça m'a beaucoup plu et j'ai jamais loupé un entraînement. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je suis toujours sur le terrain. C'est génial, c'est retrouver les copines, déjà. Il y a une super bonne ambiance.
Le rugby, ça véhicule une image qui est complètement en décalage avec ce que l'on est censé être, des pauvres femmes qui ont vécu des choses difficiles, etc. Ça nous fait du bien à l'âme autant qu'au corps. On a très vite compris l'intérêt de cette pratique-là pour des personnes qui étaient novices, voire n'étaient pas sportives, sédentaires, et puis aussi auprès de personnes qui avaient eu dans leur vie malheureusement des moments difficiles à travers une maladie, etc., mais à qui on pouvait proposer cette activité-là. Les Rugbies, Rugby Union Bien-être Santé, c'est une association, un club sportif qui est né en novembre 2017 après 3 années d'action pilote initiée par la Fédération française de rugby. Depuis quelques années maintenant, on sait que le sport, plus précisément l'activité physique adaptée, encadrée, a de réels bénéfices sur la qualité de vie, sur la tolérance des traitements et sur le pronostic de la maladie des patients qui ont eu un cancer. Ces patientes, puisqu'on a commencé avec les cancers féminins, ces patientes, elles jouent au rugby. On s'est rendu compte qu'elles n'étaient plus dans la soumission des traitements, qu'elles n'étaient plus dans la soumission de la maladie, qu'elles reprenaient leur vie en main. Quelque part, elles deviennent un peu des combattantes. Au début, on s'était posé la question de faire des choses complètement décontextualisées, avec uniquement des passes ou des petits circuits de motricité. Mais très vite, en fait, les dames ont souhaité vraiment jouer au rugby à 5, à ce rugby à toucher qu'on leur avait présenté. Avec Sylvie Brault, ma collègue, on était arrivé sur le constat qu'elles souhaitaient jouer au rugby et qu'il fallait les mettre très vite dans le jeu. Parce que ce qu'elles viennent chercher, c'est du ludique, c'est l'esprit collectif, l'esprit du rugby, d'avancer, d'aller marquer des essais. Et c'est ça qui leur plaît beaucoup. Madame Auton, si vous me permettez, pendant ce temps, je me permets de vous poser une question qui est apparue dans le chat. Oui. Du coup, cette question, c'est une question de Brigitte qui nous demande si l'activité physique permet de diminuer la masse grasse et qui favorise les cancers, ou faut-il associer un régime alimentaire restrictif? Alors aujourd'hui, par rapport à l'activité physique, les régimes alimentaires n'ont pas fait la preuve d'un bénéfice sur la prise en charge du cancer, que ce soit les régimes sans sucre, que ce soit des régimes. Il faut savoir quand même que l'apport en tout cas d'une nutrition équilibrée est très très importante, mais il n'y a aucun régime aujourd'hui qui a fait la preuve d'un impact sur la. Donc moi, j'ai souvent cette question par les patients, et l'idée en fait, c'est de leur dire que ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir démarrer une activité physique. Pour autant, sauf des comportements alimentaires incorrects, quoi. Voilà, évidemment, quand j'ai une patiente qui est vraiment en surcharge pondérale et qui a un problème dans les comportements alimentaires, de façon parallèle, je vais l'adresser à un diététicien. Mais c'est pas parce que certains régimes ont montré une preuve. C'est plutôt parce que la surcharge pondérale, en effet, est un facteur de risque. Voilà. Donc, il va falloir changer pour l'avenir, pas pour la prise en charge immédiate du cancer, parce qu'on ne va pas modifier une composition corporelle de façon brutale. On peut améliorer la composition, la masse musculaire, mais on ne va pas pouvoir perdre la masse graisseuse très rapidement. Par contre, dans une idée de vie après cancer prolongée, l'idée, ça va être en effet de rétablir un comportement alimentaire correct, en adéquation en tout cas avec l'activité physique, et donc du coup peut-être de perdre du poids. Mais justement, je vais vous en dire un mot. On a fait une étude, on va dire un mot rapidement. Je vous montre quelques photos parce que c'est pas mal en illustration, mais je vais vous montrer quelques résultats d'études, parce qu'évidemment, je vous ai dit, cette activité physique sur prescription, il faut qu'elle soit évaluée.
Et donc, on a fait des évaluations. Il y a des évaluations qui sont en cours, mais on a déjà des résultats. Donc, vous voyez, ça, c'est la section toulousaine. Le but, c'est de proposer des entraînements tous les jours. Aujourd'hui, il y a des entraînements tous les jours, voire 2 fois par jour, pour que les patients, quelle que soit la reprise du travail ou pas, puissent continuer à pratiquer sur la durée. On fait des stages multisports d'été pour les initier. Vous voyez, on ne reste pas focalisé sur le rugby. On fait venir plein d'intervenants justement pour leur faire connaître d'autres sports, parce qu'on sait aussi très bien que à part dans le sport à haut niveau, les gens aiment bien changer d'activité physique. On le voit très bien. Ils font 1 an du rugby ou 2, puis après ils vont faire de l'escrime, puis ils reviennent. Voilà. Donc on fait ce qu'on appelle aussi un stage de cohésion, comme dans une vraie équipe. Le but étant de ramener tout le monde à l'activité physique et à l'ambiance en tout cas de l'équipe. Aujourd'hui, il y a des sections rugby un petit peu partout en France. C'est vraiment un exemple, mais c'est pareil pour d'autres activités physiques comme l'escrime. Le but étant en fait d'avoir pour le prescripteur et pour le patient d'avoir la confiance d'une section, de la qualité d'une section encadrante, et d'être sûr que le patient pratiquant ne va pas être en situation d'échec. Donc, vous voyez, ça, c'est des sections. Ça, c'est une section rugby à Paris. On a aujourd'hui une vingtaine de sections en France, et on développe en permanence, on ouvre des nouvelles sections dans les clubs de rugby, dans des structures de soins, des associations, un petit peu partout en France. Donc, je vous disais, le but étant d'évaluer. On a évalué la qualité de vie chez les patients, on a évalué leur pratique physique, on a évalué leur surcharge pondérale, leur BMI. Alors, on s'est rendu compte, alors tout d'abord, des résultats sur l'estime de soi. Ça, c'est un petit peu pour illustrer. Vous voyez, c'est la capitaine de l'équipe des Rubies face à Émile Ntamak, qui a l'air d'avoir récupéré tout à fait son estime de soi, et qui a l'air d'avoir récupéré en tout cas au niveau de ses fonctions corporelles. Vous voyez l'esprit, enfin le visage de l'engagement chez des patients qui sont comme nous tous en situation des traitements, mais qui sur le terrain sont porteurs de ce ballon, et c'est vraiment une réadaptation après l'étape de la maladie. On s'est rendu compte aussi avec nos études qu'on améliore la qualité de vie sociale des pratiquants. On organise des événements régulièrement. Ça, c'est pour Movember avec les Rubies à moustache à Ernest Vallon, avec des gens comme Vincent Clerc, Jean-Baptiste Elissade. On aime bien faire participer les pros du sport. D'abord parce que ça pousse un petit peu nos patients à dépasser leurs limites. Mais également parce que ça sensibilise, on nous le dit souvent, ces anciens pros ou ces pros, ils nous disent que pour eux, ça leur permet en tout cas de revenir aux notions essentielles du sport, parce qu'ils perdent un peu de vue cette notion essentielle, et comme nous tous, ils peuvent être un jour touchés par la maladie et ont des proches qui le sont. Donc voilà, c'est vraiment dans l'intérêt de tous. Donc je vous disais, des événements forts, des sections, la participation à des ouvertures de sections un petit peu partout en France, la capitaine de l'équipe de France sur l'Oncopole, vous voyez, qui vient nous rendre visite chaque mois d'octobre. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'on avait un impact sur les symptômes, qu'on diminuait la fatigue, qu'on améliorait la fonction cognitive, et qu'on avait un impact sur la qualité de vie. Lors du Covid, de la crise sanitaire, du premier confinement, évidemment, l'activité s'est arrêtée, comme tout le reste d'ailleurs, mais ça a été la seule fois, puisque grâce à la publication d'une étude dans une revue scientifique, juste après le premier confinement, il a été obtenu, en tout cas par les ministères, qu'un patient pratiquant avec une attestation et une prescription du sport, il pouvait continuer son activité physique adaptée. Donc nous, on a vraiment arrêté pour le premier confinement, puis on n'a plus jamais arrêté l'activité Rubies. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin dans les évaluations et les études, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'évaluer l'adhésion des pratiquants, des patients pratiquants, sur la condition physique, sur la qualité de vie et sur la résilience,
Pourquoi la résilience? Parce que c'est la clé pour récupérer une vie normale. Ça va être cette adaptation à ces nouvelles conditions de vie après cancer. Et vraiment, on veut évaluer l'activité physique sur cette notion de résilience. Qu'est-ce qu'elle apporte? Voilà. Et donc, il y a une grosse étude sur plusieurs centres en France qui va intégrer dès le début de la prise en charge du cancer, tout d'abord sur 12 semaines, une activité physique qui va être vraiment individualisée. Chaque patient, on va repérer ses points faibles, discuter avec lui de ses points faibles et remettre à niveau ses points faibles pour ensuite qu'il choisisse une activité physique individuelle, duelle ou collective et qu'il s'y inscrive sur la durée. Voilà, donc ça, c'est pas intéressant pour vous, c'est les critères d'inclusion de l'étude. Ça, c'est pour vous montrer qu'on a obtenu un budget important. C'est la première fois, en tout cas, de la part de l'Institut national du cancer, vous voyez, un budget, un financement d'un peu plus d'1 million d'euros pour financer cette activité physique dès le diagnostic de cancer. Voilà, en conclusion, je ne reviens pas sur les bénéfices de l'activité physique. Je crois que vous avez compris que ça, on est plutôt dans l'étape numéro 2, parce que l'étape numéro 1, elle est déjà validée. On connaît ces effets-là. Il faut juste savoir informer les patients, parce que sans information, évidemment, ils ne peuvent pas s'adapter. Puis, il faut former les médecins. Petit à petit, ça se fait sur la prescription et sur l'orientation en fonction de la motivation du patient. Il faut des collaborations entre les fédérations sportives et les professionnels de santé. La nécessité d'une structure encadrante formée et adaptée, l'importance de l'évaluation clinique et du suivi par le médecin qui va prescrire l'activité. On sait que ça crédibilise en tout cas cet aspect. Et je rajouterai un point pour la prochaine fois, c'est l'importance en effet de la présence en tout cas de certaines institutions, des mutuelles, des communes et j'espère bientôt de l'assurance maladie en tout cas pour partie parce que ça va crédibiliser également ce traitement non médicamenteux. En tout cas, voilà, il manque ce petit point. Je le rajouterai promis pour la prochaine fois, mais c'est vraiment en effet important que tous ces acteurs s'engagent autour du patient pour que lui-même s'engage dans cette démarche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Motton. Alors, quelques questions, si vous le permettez. Nous avons une question de Francine qui s'adresse cette fois-ci peut-être à la présidente du Club des rugbyistes, puisqu'elle-même, elle est présidente, elle est membre d'un bureau donc, de club de karaté santé. Et elle voudrait savoir comment on peut inciter à la formation les encadrants qui dispensent de l'activité physique adaptée. Vous m'avez posé, pardon, une question sur la formation, si pardon, c'est ça, tout à fait. Une question sur la formation des personnes qui dispensent de l'activité physique adaptée dans un club sportif. Donc, notre adhérente est elle-même membre du bureau de ce club et elle voudrait que son équipe d'encadrants progresse. Et est-ce qu'il y a un parcours de formation qu'elle peut leur recommander? Alors, il y a aujourd'hui 2 types de formation. Il y a la formation universitaire, la formation STAPS avec module APA, c'est-à-dire activité physique adaptée. Ce sont des gens qui sont tout à fait formés à la dispensation, en tout cas, d'une activité physique adaptée. Et ensuite, évidemment, pas tout le monde, on s'est rendu compte que si on se limitait à cette formation universitaire, on allait vraiment limiter l'offre et que l'offre était nécessaire. Le déploiement, en tout cas, de l'offre était nécessaire. Donc, aujourd'hui, il y a une formation également qui est fédérale, qui se développe au sein des fédérations. Alors, bien entendu, ça n'est pas homogène. Hein. Moi, je vais vous parler de la Fédération française de rugby. Depuis maintenant 3 ans, il y a un brevet fédéral, donc accessible au plus grand nombre, un brevet fédéral rugby, santé, bien-être, niveau 1, c'est-à-dire pour tout ce qui est
rugby santé sans prescription, et niveau 2, donc là, on est sur du rugby santé avec prescription. Donc, c'est une formation d'1 an, enfin d'une saison, je dirais, une formation qui est accessible à tous les éducateurs sportifs. Donc, vous voyez aujourd'hui une double formation, une formation universitaire et une formation fédérale. Donc, franchement, je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs, en tout cas pour ma part, dans le rugby, tous les clubs aujourd'hui qui s'investissent dans ce type de procédure, de process. Évidemment, on a dans nos critères qualité dans le label Rubies, on a la formation de l'encadrant, et donc on demande à minima une formation fédérale et un engagement dans le brevet fédéral niveau 2. Dès que la personne est inscrite dans le brevet fédéral, elle peut commencer à animer. Souvent, c'est des séances. Souvent, c'est des éducateurs sportifs qui sont très formés rugby et qui souhaitent s'engager dans le rugby santé. Donc, dès le départ, ils vont pouvoir animer ces séances, mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait une inscription un engagement dans le process à travers la formation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il faut se rapprocher de votre fédération afin de voir quelles sont les formations fédérales et bien entendu que la personne s'inscrive dans une formation si elle ne l'est pas. Après, il y a d'autres formations comme par exemple Prescriform ou Eformip qui sont plus en fait des formations qui permettent de créer un réseau entre les professionnels de santé et les professionnels du sport. Ça avait toute sa raison d'exister quand il n'y avait pas encore les brevets fédéraux santé. Aujourd'hui, évidemment, ça a un peu moins de valeur, mais en tout cas, dans l'idée d'une formation continue et d'agrandir son réseau, ça peut être également intéressant de faire en complément ce type de formation. Madame Mouton, d'autres questions. Donc, quand on a une prescription pour activité physique adaptée, comment trouver un professionnel qui va dispenser cette activité? Alors, une fois qu'on a déjà, normalement, la prescription doit être précise. C'est-à-dire que le médecin, il doit prescrire une activité physique. Il ne peut pas juste marquer activité physique adaptée. Le médecin, il doit prescrire après avoir eu l'entretien motivationnel avec son patient, après avoir écarté les contre-indications s'il y en a. Il doit prescrire une activité physique, soit une activité physique qui va être répertoriée dans le médico-sport santé. Par exemple, si la personne est intéressée par démarrer une activité tennis adapté ou marche ou karaté ou rugby adapté, il y a un guide de prescription. Voilà. Et donc, normalement, la personne qui va prescrire du rugby adapté, par exemple, doit connaître quelques structures qui vont pouvoir accueillir, le patient dans une situation d'encadrement correct. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est le job du médecin. Après, si on n'est pas dans une activité physique sportive affiliée, on peut démarrer l'activité physique grâce à une prescription avec un kiné. Si on pense que les limitations fonctionnelles sont trop importantes, parce que clairement aujourd'hui, il y a un tableau qui indique les limitations fonctionnelles et les encadrements, lorsque les limitations fonctionnelles sont majeures, il faut que l'encadrement soit soignant, il faut que ce soit un kiné. Lorsqu'on a des limitations fonctionnelles qui vont être modérées, on va être plutôt avec un professionnel formé à l'activité physique adaptée. Et lorsque la limitation est légère ou inexistante, ça peut être dans n'importe quel club ou association. Mais bien entendu, c'est toujours en discussion avec son patient. Et c'est vraiment la prescription de l'activité physique avec cet entretien motivationnel qui va être très précise. Et finalement, la structure, c'est un petit peu comme quand votre médecin vous prescrit, je vais vous dire, une contraception.
Il a quelques contraceptions qu'il connaît très bien. Il ne les connaît pas toutes parce qu'il y a aujourd'hui peut-être 200 ou 250 molécules différentes. Donc, c'est la même chose. Là, c'est c'est comme un traitement non médicamenteux, mais ça reste un traitement. Il faut avoir son petit réseau de structures qui fonctionnent et faire la prescription également en ce sens, bien entendu. On peut peut-être parler à ce niveau aussi des maisons sport santé qui sont développées aujourd'hui par les communes Tout à ou les fait. groupements de communes et qui peuvent être aussi une réponse à cette problématique-là de l'orientation. Oui, tout à fait. Vous avez vraiment raison de parler de cela maintenant. En effet, quand on est aussi, aujourd'hui, il y a à peu près 500 structures qui sont répertoriées maison sport santé. Dans l'idée où le médecin n'est pas engagé dans l'activité physique adaptée, qu'il n'a pas vraiment de connaissances, mais qu'il sait que c'est important pour son patient, il peut également l'adresser dans la maison sport santé. Parce que la maison sport santé, en effet, elle va s'occuper de façon spécifique du début à la fin, c'est-à-dire de la prescription, des activités qui peuvent être proposées en fonction du lieu d'habitation du patient, en fonction du moment de sa prise en charge, en cours de traitement, pas de traitement. Donc, en effet, les maisons sport santé, c'est très, très important. Et puis, je vais vous dire même un petit peu plus loin, alors c'est plus compliqué, mais il y a également des médecins du sport qui peuvent être également, quand on est un médecin et qu'on y connaît Même temps, nous rien, mais attendons. qu'on sait que c'est hyper important pour le patient, médecin du sport. Tout à fait. Alors, une question qui est apparue dans le chat et sur laquelle, effectivement, moi, je n'aurai pas de réponse et je ne sais pas si vous l'avez. Donc, c'est Meust qui nous dit qu'effectivement, elle bénéficierait d'une prise en charge financière, donc de l'APA, par l'ARS dans l'année qui suit le traitement suite à un cancer. Pour ma part, je n'en ai jamais entendu parler. Avez-vous entendu parler de ce genre de choses? Alors, en fait, ça dépend des ARS. Les ARS, donc, il y en a 13. Enfin, toutes les ARS ne sont pas investies de la même façon dans le sport santé. Vous avez par exemple l'ARS PACA qui est très investie dans le sport santé avec des appels d'offres, qui répond à des appels d'offres. Donc, évidemment, il peut y avoir des prises en charge, peut-être pas directes, mais indirectement liées à un appel d'offres de l'ARS. Pour notre ARS Occitanie, c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant. Il y a d'autres engagements, évidemment, mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas d'engagement direct de l'ARS. Par contre, il y a en effet des communes qui sont investies. Il y a des CPAM, donc des CPAM départementales qui ont des engagements différents. Certaines CPAM c'est un forfait, c'est pas sous la forme de remboursement d'un acte, bien entendu, parce que c'est pas un acte, mais qui vont en tout cas s'engager auprès de leurs assurés en fonction d'une démarche, etc. Voilà, ou des CPAM qui vont s'engager avec des structures bien identifiées qui dispensent de l'activité physique adaptée et dont la prise en charge va être évidemment gratuite au sein de l'association. Le financement est actuellement hétérogène en France. Évidemment, ce que nous souhaitons, c'est pas que l'assurance maladie rembourse évidemment toute l'activité physique, parce que d'abord, c'est pas un acte, c'est dispensé par différents professionnels, des professionnels qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Donc, on ne va pas rembourser un éducateur sportif ou un responsable, un directeur d'une salle de sport. C'est très compliqué pour l'assurance maladie. On imagine très bien cette hétérogénéité dans la prise en charge de l'activité physique. Donc, ce qu'on souhaiterait, par contre, c'est une reconnaissance, en effet, de l'activité physique par la CPAM. Et évidemment, tout ça est en construction et en discussion. Et c'est un acteur majeur. Donc, à un moment, il va falloir évidemment un engagement un peu plus concret, même s'il n'est pas, déterminant, en tout cas, sur la prise en charge financière. Mais en tout cas,
sur la crédibilité de la prise en charge, oui, ça va être important. En tout cas, moi, le message que je voudrais faire passer à vos adhérents, c'est que aujourd'hui, en effet, cette prise en charge de l'activité physique est hétérogène. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde en a déjà entendu parler. Les professionnels de santé qui nous entourent en ont entendu parler, même s'ils n'ont pas la connaissance. Ils ont entendu parler des maisons sport santé, ils savent qu'il y a des médecins du sport, ils savent qu'il y a des médecins spécialisés. Donc, c'est pour ça que je termine par cette petite affiche qu'on essaie de mettre dans les salles d'attente des médecins. Vous-même, vous pouvez parler à votre médecin de l'activité physique. Moi, j'ai des patients, parfois, je n'ai pas le temps, pourtant je suis archi investie sur le sujet, mais il m'arrive de ne pas avoir le temps et de me dire à ma tête, je lui en parlerai au prochain coup, parce que là, je suis vraiment 3 ans en retard. Et j'ai la patiente qui va me dire, mais vous ne me parlez pas de l'activité physique, vous me dites, vous ne m'envoyez pas quelque part. Voilà, donc le patient est aussi acteur dans sa prise en charge. Vous êtes acteur de votre santé. Et si on ne vous parle pas de l'activité physique dans le cadre de votre santé, si vous avez une pathologie chronique ou si vous êtes sédentaire, vous pouvez vous-même en parler à votre médecin et lui dire, moi, j'ai besoin de conseils, vous pouvez m'orienter et me dire où aller. Voilà, très important. Eh bien, sur ce conseil, je crois que nous allons conclure peut-être cette séquence, hein, parce que je vois qu'il n'y a plus de questions à l'heure actuelle, et puis il est 19h30. Je vois qu'effectivement, Mme Mouton, votre présentation a satisfait l'ensemble de nos adhérents qui étaient présents ce soir, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Je vais moi aussi vous remercier de votre présence et puis vous dire à très vite pour une prochaine webconférence proposée par la MJFI. Avant de nous quitter, devrait apparaître dans quelques secondes le questionnaire de satisfaction que je vous invite à compléter avant de nous quitter. Le voici. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour qui est toujours précieux pour nous et qui nous orientera aussi vers de prochaines thématiques. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.